voilà. Et je vous propose un petit corrigé rapide de ce premier exercice. Donc, définir le coefficient de dilatation isobar. Bien, vous savez que c'est l'exercice 2. Le coefficient de dilatation est défini par 1 sur V, dV dt, à pression constante. Et sa signification physique, je ne l'écris pas, mais je vous le donne, c'est donc un coefficient qui définit la variation relative de volume, dV sur V, lors d'une variation de température delta T unité. Voilà, c'est la variation, dit d'une autre façon, c'est la variation relative de volume par degré, par degré de variation de la température. À partir de la table 2, donc déterminer alpha à 1,8 mégapascal et 350 degrés. Donc, il faut déjà voir qu'on est à des pressions relativement élevées, 1,8 mégapascal, donc ça fait 18 bars. Et à partir du tableau, donc, on peut dire que alpha à la température et à la pression désirée, c'est 1 sur V à la température et à la pression, à la même pression et température, fois une variation. On va prendre donc le volume à la température plus 50 Kelvin et à la pression P, moins le volume à la température moins 50 Kelvin à la même pression P, divisé par l'intervalle de température qui vaut 2 fois 50 degrés, 2 fois 50 Kelvin. D'accord? Donc, c'est là qu'on fait intervenir donc une variation, une différence centrée par rapport à la température de 350 Kelvin, 350 degrés Celsius. On prend la température à 350 plus 50 et la température à 350 moins 50. Alors ça vaut 1 sur, alors le volume c'est 0,1546 mètres cubes par kilogramme, fois donc, le volume à la température au-dessus qui vaut 0,1685 moins 0,1402 divisé par 100 donc, et on trouve 1,83 10-3 Kelvin moins 1. Donc la variation relative de volume de la vapeur d'eau, c'est ce chiffre par Kelvin. Alors il est intéressant de comparer ce résultat au gaz parfait. Donc le coefficient du gaz parfait, c'est 1 sur T, ce qui arrive directement à partir de la loi de Boyle-Mariotte. Et ici, pour la température donc, de 350 degrés Celsius, attention au fait qu'il faut mettre toutes les températures en Kelvin, bien entendu, et pas en degrés Celsius. Quand on fait des opérations, quand on fait des différences, Kelvin ou degrés Celsius, ça revient au même. Mais il vaut mieux, par habitude, toujours raisonner en Kelvin. Donc 1 sur T avec T en Kelvin, ça fait 1,61 Kelvin moins 1. Par contre, il doit manquer ici un 10-3. 1,61 10-3 Kelvin moins 1. Voilà, on voit qu'il y a donc une différence. On passe de 1,83 à 1,61. Ça veut dire que le modèle du gaz parfait sous-estime le vrai coefficient de dilatation, qui est issu des mesures, il le sous-estime on peut vérifier que de 12%.
Bon, alors, évidemment, vous pourriez dire, oui, mais si on avait des valeurs de ces volumes-là pour des valeurs plus proches de la température, au lieu d'avoir un delta T de 100 Kelvin, on avait un delta T plus petit, on trouverait peut-être une valeur un peu différente. Oui, c'est vrai, mais bon, il n'empêche que dans tous les cas, on trouverait que le coefficient déduit du modèle du gaz parfait sous-estime tout de même de façon relativement importante le coefficient de dilatation. Ensuite, alors conclure, oui, la conclusion, donc je viens de la donner. Ceci dit, maintenant on peut essayer de comprendre pourquoi le modèle du gaz parfait ne donne pas de bons résultats. Ici, il y a une raison simple, c'est qu'on est, je vous rappelle que tous les gaz tendent vers un comportement de gaz parfait lorsque les distances intermoléculaires sont grandes, ce qui implique que les interactions moléculaires décroissent, tendent vers zéro, et ça, c'est réalisé à grand volume molaire. Mais ici, on est avec un gaz à grand volume molaire, c'est-à-dire à température donnée, à pression faible. Ici, on est au contraire à une pression relativement élevée, 18 bars. Ce qui fait que donc on a cet écart-là, essentiellement dû à un effet de pression relativement élevé. Ensuite, on reproduit donc les mêmes calculs pour le coefficient de compressibilité. Donc, pour ce qui est de la compressibilité, donc le coefficient de compressibilité isotherme, sa définition, c'est moins 1 sur V dV dP à température constante. Et sa signification physique, c'est donc un coefficient qui mesure la variation relative de volume lors d'une variation de pression, delta P, et c'est la variation relative de volume par incrément de pression par Pascal. Le Pascal étant une unité très petite, il faut s'attendre à des variations relatives de volume très faibles. Et donc, faisons l'application numérique. Donc ici, le coefficient kappa à la température et à la pression indiquée, c'est moins 1 sur V à la température et à la pression donnée, fois une variation de volume. Donc on va prendre le volume à la température T et à la pression juste au-dessus qu'on vous donne, qui est P plus 0,2 mégapascal, moins le volume à la même température et à la pression en dessous, qui est P moins 0,2 mégapascal, divisé par l'écart de pression, qui est ici 0,4 mégapascal, c'est-à-dire 10 puissance 6 pascal. Et l'application numérique donne moins 1 sur 0,1546, le même qu'auparavant, pour alpha, fois le rapport 0,1386 moins 0,1746 sur toujours 0,4 10 puissance 6 et le résultat est 0,582 10 moins 6 Pascal moins 1. Voilà. Maintenant, on peut comparer ça au modèle du gaz parfait.
Donc, la compressibilité isotherme du gaz parfait, elle vaut 1 sur P. C'est un résultat qui arrive directement de la loi de Boole-Mariotte, encore une fois. Et pour P qui vaut donc 1,8 10 puissance 6 pascal, 1 sur P vaut 0,556 10 moins 6 pascal moins 1. Maintenant, si on compare cette valeur à celle qu'on a, la vraie valeur issue des tables, on voit qu'il y a une différence, que la compressibilité, que le gaz parfait sous-estime un petit peu la compressibilité, mais cette sous-estimation est faible, elle est de 4%. Donc on a une sous-estimation de 4% par rapport à la vraie valeur mesurée. Donc vous voyez que bon, le modèle du gaz parfait donc, tient bien la route, même à des pressions relativement élevées, évidemment, avec des écarts qui est plus faible pour la compressibilité isotherme que pour le coefficient de dilatation. Bon, là, c'est difficile d'aller interpréter une différence sur les différences. Monsieur? Oui? J'ai une question, en fait, j'ai vu ça dans un livre. Pour le alpha, pour le gaz parfait, il mettait parfois moins 1 sur T, pardon. Il mettait un Moins, moins devant le. Ouais, il mettait un moins devant le 1 sur T. ben là, vous devriez être capable de répondre par vous-même. Est-ce que ça vous paraît raisonnable, un gaz qui, lorsqu'on élève sa température à volume constant, verrait, à pression constante, verrait son volume diminuer? Ça vous paraît raisonnable, ça? Bah non. Bon, ben voilà. Ça veut dire Ok. qu'il y a une coquille dans le livre que vous avez consulté. Ok. Du coup, c'est le livre d'aérodynamique. Et ils ont mis ça, je pense que ouais, c'était une coquille. C'est une coquille. Ok, d'accord, merci. Alors attention, non, attention, ce n'est pas forcément une coquille. Qu'est-ce qui est écrit exactement? Est-ce que c'est 1 sur V des VDT ou moins 1 sur ρ des ρ dt? Non, c'était juste moins 1 sur T. C'était juste le 1 sur T. Oui, alors ça ne peut pas être possible. Un alpha égale moins 1 sur T, ce n'est pas possible. J'ai compris la question, la définition, c'était avec des rho, en fait. Mais alors, C'était avec des rho. dans la définition, si on fait intervenir ρ, il y a bien un signe moins. Mais quand on applique ça au gaz parfait, on va retrouver plus 1 sur T. Parce que la loi des gaz parfaits, c'est P sur ρ égale RT en faisant intervenir ρ. C'est-à-dire P égale ρ RT. Hein, et bon, quelle que soit la façon dont on écrive les choses, pour le gaz parfait, on trouve toujours que c'est plus 1 sur T. Hein. Ah, bah, du coup, il y avait La une coquille. définition change de signe selon qu'on considère le volume massique ou la masse volumique. Mais par contre, le résultat pour le gaz parfait, c'est toujours, enfin, le résultat chiffré, ça doit toujours être le même. OK? Alors, troisième point, capacité thermique à pression constante. Donc, CP, c'est défini comme T, ds de T à pression constante. Et l'interprétation physique, c'est l'apport thermique qu'on doit réaliser dans une évolution réversible, c'est-à-dire TdS, pour une variation de température unité, pour obtenir une élévation de température unité à pression constante, donc, en maintenant la pression constante. Donc ici, à la température et à la pression considérée, ça sera T fois l'entropie S à la température T plus 50 Kelvin, à la pression P, moins l'entropie à la température T moins 50 Kelvin, et à la pression T, divisé par
l'écart de température qui est 2 fois 50 Kelvin. Donc, ça, c'est égal à alors, 350 plus 273. Voilà, hein. On n'a pas oublié de convertir la température en Kelvin, fois l'entropie. Donc là, on lit l'entropie dans la table. Cette entropie, ça vaut 7,179 joules par Kelvin et par kilogramme, moins 6,823 divisé par 100, et on trouve 2,22 kilojoules par kilogramme et par Kelvin. Alors bon, pour les capacités thermiques, quand on veut réfléchir un peu à leur signification physique, l'unité kilogramme n'est pas la bonne. Il vaut bien mieux, c'est beaucoup plus facile de discuter avec les capacités thermiques molaires, c'est-à-dire en ramenant à un certain nombre de molécules. Puisqu'une capacité thermique, c'est la capacité pour les molécules, en réalité, à emmagasiner de l'énergie sous forme de vibration, de rotation, de translation. Donc, on va, pour faire l'interprétation, exprimer cette capacité thermique. Donc, le CP molaire par mol, c'est le CP massique par kilogramme multiplié par des kilogrammes par mol, c'est-à-dire par la masse molaire. Donc, c'est la masse molaire ici de H2O fois la capacité thermique massique. La masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes. C'est même 18,0 grammes par mol, donc 10-3 kg par mol, fois le CP qu'on a écrit ici. Attention, il faut l'exprimer on va se ramener à des joules par mol. Donc, fois 2,22 10 puissance 3 pour l'avoir en joules. Et ça, ça fait 39,9 joules par mol par Kelvin. Et arrivé là, ce qui est encore plus intéressant, c'est de diviser par la constante des gaz à effet grand R, de voir combien de grand R, à combien de grand R correspond ce CP. Et donc, en divisant par 8,314, on trouve 4,80 grand R, et toujours joule par mol, moins 1, et moins 1, R vaut donc 8,314 joules par mol et par Kelvin. Voilà, donc la capacité thermique molaire de la vapeur d'eau, ici, c'est 4,8 fois grand R. Et là, on peut comparer ça avec d'autres gaz, et en particulier avec la figure 9 qui vous est donnée, page 27, où, à titre documentaire, on vous montre comment varie avec la température la capacité, le CP d'un certain nombre de gaz. Et ici, donc, le CP est divisé par R et normalisé par R. R est une bonne unité, est une bonne mesure de CP. Et on voit que pour différents gaz, donc en partant de la courbe du bas, on a l'hydrogène H2, et puis en montant, on a le chlorure, le HCl, le chlorure d'hydrogène, qui forme dans l'eau l'acide chlorhydrique. On a le diazote, N2, et également le HBr, qui est un
un hydrure de brome. Au-dessus, on a la courbe du monoxyde de carbone, qui est la même que celle de HI, qui est donc un iodure d'hydrogène. I, c'est l'iode. Et puis enfin, on a l'oxygène O2. Et vous voyez que tous ces gaz qui sont diatomiques ont des capacités thermiques qui évoluent, qui augmentent toutes avec la température. Ça, c'est attendu. Ça correspond au fait que, au fur et à mesure que la température augmente, il y a de plus en plus de degrés de liberté qui sont excités au niveau atomique. Et on voit que ces capacités thermiques sont telles que Cp sur R varie de 3,5 à 4, un peu plus de 4. Et là, on est à 4,8. Ça veut dire qu'on est un peu au-dessus. Pour H2O, on est un peu au-dessus de ces gaz diatomiques. Alors bon, la température ici, il faudra la recaler. On est à une température en Kelvin qui est autour de 600, un peu supérieur à 600. Vous voyez que pour des températures de l'ordre de 600 Kelvin, les capacités thermiques Cp sur R de ces différents gaz sont autour de 3,5, 6, 7, 3,5, 3,6. Là, on a 4,8. Donc, on est au-dessus, nettement au-dessus. Comment peut-on interpréter ça? Est-ce que vous avez une idée? Comment interpréter le fait que à cette température autour de 600 Kelvin, la capacité thermique de l'eau soit nettement supérieure à celle de ces gaz diatomiques? Il y a combien d'atomes dans H2O? 3. Il y a 3. 3 atomes. Et 2 liaisons, donc. Ça veut dire qu'il y a plus de degrés de liberté, il y a plus de possibilités pour la molécule H2O de bouger que dans le cas d'une simple molécule diatomique. Il y a toujours les 3 degrés de liberté en translation et 3 degrés de liberté de rotation, ça ne change pas. Mais par contre, il y a aussi des degrés de liberté en vibration qui sont plus nombreux du fait qu'il y a 2 liaisons et pas une seule. C'est la raison pour laquelle, avec un modèle très simple, où on a 3 degrés de liberté de translation, plus, alors ici, on a la possibilité de la rotation, puisqu'on n'a pas une molécule alignée suivant un certain axe, on a une possibilité de rotation, on a trois rotations. Donc déjà, avec un demi de R par degré de liberté, rien qu'avec les 3 rotations et les 3 translations, on arrive à 3 R. Et ensuite, on a des degrés de liberté en vibration. Et là, il y a les degrés de vibration donc, longitudinaux entre O et H. Il y en a 2 là. Donc ça ferait 2 R. Donc on arrive de 3, on passe à 5. 5, on est à 4,8, on est juste au-dessus de 88. Et puis on pourrait imaginer qu'il y a un autre degré de liberté en vibration. C'est les molécules H2O, c'est comme un V, d'accord? Avec à la base du V, vous avez O, et puis aux extrémités, vous avez H, et vous avez aussi une vibration possible de cet angle entre les 2 liaisons. Ça rajoute des degrés de liberté. Bon, voilà, donc on voit que, alors on ne peut pas conclure de cette analyse extrêmement sommaire la valeur exacte de Cp sur R, mais on comprend que ce Cp sur R doit être, dans tous les cas, supérieur à celui des molécules diatomiques. Voilà pour cet exercice. OK, ça va? Voilà, ces exercices, ils sont vraiment faits pour vraiment dédramatiser complètement les histoires de ces coefficients thermodynamiques, en faisant bien comprendre que ce sont des coefficients qui se mesurent, d'une part, et ensuite qu'ils ont une interprétation physique immédiate, et que, en particulier pour les capacités thermiques,
on peut discuter les valeurs de ces capacités en relation avec la structure des molécules. C'est ça qui est intéressant. Et ça permet de comprendre aussi comment les molécules peuvent emmagasiner de l'énergie, et ça permet de comprendre en quoi consiste l'énergie interne, en fin de compte. Parce que c'est cette énergie emmagasinée dans les molécules, en vibration, translation, rotation, etc., c'est exactement l'énergie interne. L'énergie interne cinétique. Étant entendu qu'il y a aussi l'énergie interne liée aux interactions entre molécules, et interaction dont ne rend pas compte le modèle du gaz parfait, mais dont la contribution est relativement faible pour les gaz qu'on discute ici, mais c'est une contribution qui n'est tout de même pas tout à fait nulle. Voilà. On passe à l'exercice 5.3. Bon, c'est un exercice qui vise à faire comprendre les différentes courbes qu'on trouve dans un diagramme entropique, les isentapes, les isobars et les isocores. Je vous laisse un quart d'heure, il est 16h54. Je vous laisse un quart d'heure pour cet exercice. À vous de jouer. Juste, est-ce que c'est possible de ne pas le mettre en mosaïque? Ouais. Merci. Voilà. Donc, parmi toutes les relations qu'on a établies, il y en a deux dont je vous ai dit, souvenez-vous, ces relations sont très utiles, importantes. C'est ce qu'on a fait hier. Ces relations, ce sont celles qui donnent les variations, la différentielle de l'énergie interne et de l'enthalpie en fonction des variations de température, de pression et de volume. Et ce qu'on a montré en particulier pour H, c'est que dH égale Cp dt plus 1 moins alpha t vdp. Vous vous souvenez, je vous ai dit, cette relation est importante, il faut la connaître. Ça, c'est quel est le statut de cette relation? En fait, c'est un statut un peu mixte, parce que pour l'établir, on a utilisé à la fois la relation de Gibbs, dH égale TdS plus VdP, et puis ensuite, on a différencié ds pour introduire les variables température et pression, puis on a utilisé une relation de Maxwell. Donc, c'est une démarche un peu tortueuse, vue de l'extérieur, qui aboutit à une relation extrêmement importante. Ça a plutôt le statut, disons, d'une équation d'état, d'accord? Puisque c'est une équation de Gibbs dans laquelle on a rentré des éléments un peu étrangers. Donc, bon, je ne lui donne pas de nom, c'est inutile. Maintenant, pour le gaz parfait, on sait que alpha, c'est 1 sur T. Donc, H égale Cp dt. Pour le gaz parfait. Maintenant, le long d'une isenthalpe. Par définition, dH égale 0. H est constant. Mais si H est constant, T est constant aussi, puisque dH c'est Cp dt. D'accord? C'est plus clair d'un coup, ouais. La conclusion, c'est que les isenthalpes
façon, D droite horizontale. Dans le diagramme TS. Voilà. Vous voyez que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait aller chercher les variations d'entropie, etc. Mais en fait, on peut passer par là, mais il y a un moyen plus direct qui est celui d'utiliser cette relation. Parce que cette relation, dans le cas du gaz parfait, il y a un terme qui disparaît complètement. On a tout de suite le solution. Je ne vous cache pas que les nombreuses pirouettes de cette matière, c'est assez compliqué à toutes les gérer. Alors, justement, mais je vous remercie pour cette remarque parce que la thermodynamique apparaît souvent comme effectivement un art de la pirouette. Clairement, c'est ça, c'est vrai. Et je vois des visages qui font ça, qui approuvent. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, certes, c'est une matière, la thermodynamique, il n'y a pas de difficulté technique, d'accord? Comparé à ce qu'on fait, par exemple, sur les ondes, du point de vue mathématique, c'est extrêmement simple. Hein, d'accord? Bon, il faut juste savoir ce que c'est qu'une différentielle, ça, évidemment. Mais après, il n'y a pas de difficulté technique d'intégration, de dérivation, de calcul. Bon. Par contre, il y a un fort contenu physique. Ça, c'est sûr. Et c'est normal, parce que c'est une discipline qui, en fait, chapeaute un petit peu, qui résume d'une certaine façon l'ensemble de la physique. Hein. Bon, là, on ne parle pas du tout des phénomènes électriques ou magnétiques ou autres, mais on peut les intégrer très, très naturellement dans la thermodynamique. Et du coup, on unifie énormément tout un tas de domaines de la physique avec ça. Alors, la difficulté, elle est là. Elle est dans ce contenu physique important. Ça ne veut pas dire qu'on fait des pirouettes du tout, parce que malgré tout, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre et que je vous redis là, c'est que la thermodynamique, d'une part, c'est basé sur quoi? C'est fondé sur quoi? D'une part, sur des principes de conservation. Masse-énergie, pour les deux plus importants. La quantité de mouvement, ça intervient moins, moins directement. Ça, c'est de la mécanique, la quantité de mouvement. Masse et énergie, et surtout énergie. Ensuite, il y a un principe qui nous dit que voilà, pour un système isolé, l'entropie va vers un maximum. Ça, c'est un principe d'évolution des systèmes. Et puis après, il y a la relation fondamentale qui contient l'information thermodynamique sur le système. Et cette relation fondamentale, je vous ai dit, en fait, il faut la voir comme une pyramide à 3 niveaux. Le niveau du bas, c'est les coefficients thermodynamiques qu'on mesure. Le niveau au-dessus, qu'on obtient par intégration des équations d'état, qu'on obtient par intégration, ce sont les équations d'état. Et le niveau encore au-dessus, qu'on obtient par une deuxième intégration, c'est la relation fondamentale. Donc on a coefficient thermodynamique, équation d'état, relation fondamentale. On intègre pour en montant, on dérive en descendant. Et c'est tout ce qu'il y a. Et plus un petit outil mathématique très utile, qui est la transformée de Legendre, qui permet de passer d'une pyramide à une autre, de passer de la pyramide énergie interne comme potentiel à la pyramide énergie libre ou à la pyramide enthalpie ou à la pyramide enthalpie libre. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà. Alors évidemment, ici, vous allez me dire, oui, mais là, non, ce n'est pas exactement ce que vous venez de nous dire, parce que dH égale CPTT plus 1 moins alpha T VDP, justement, c'est une équation qui n'a pas un statut très, très clair là-dedans. C'est une... Voilà. Il n'en reste pas moins que, je vous dis, il y a 2 relations importantes à connaître de ce type, c'est celle-ci, et puis l'autre qui donne DE égale CVDT plus bêta T moins 1 PDV. Voilà. Donc, à partir de là, il n'y a plus de pirouette. Il n'y a que des pas bien assurés les uns derrière les autres.
On pourrait se demander, alors là c'est un petit peu, je regarde l'heure quand même, parce que bon, c'est un TD, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la pente de les isenthalpes pour un gaz non parfait? Pour un gaz non parfait, les isenthalpes ne vont pas être des horizontales. Ça va venir d'où? Ça va venir d'ici. D'accord? On voit que pour un gaz non parfait, pour lequel, alors pensez à la vapeur d'eau de tout à l'heure. On avait trouvé que alpha était, vous vous souvenez, est-ce qu'il était supérieur ou inférieur à 1 sur T? On sous-estimait avec... Il était supérieur. Voilà, et on sous-estimait avec le modèle, donc le vrai alpha, il est plus grand que 1 sur T. D'accord? Si le vrai alpha est tel que alpha est supérieur à 1 sur T. C'était le cas de tout à l'heure de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire de DH par rapport à CPDT? Le terme 1 moins alpha T, il a quel signe? Il est positif ou il est négatif? Si alpha est plus grand que 1 sur T. Ça, ce n'est pas de la thermodynamique. Si alpha est plus grand que 1 sur T, C'est négatif. c'est négatif. Alpha T est plus grand que 1, et si alpha T est plus grand que 1 moins alpha T est négatif. Voilà. Donc on voit que maintenant, à T égale constante, T égale 0, DH à quel signe? Alors vous allez me dire, ça va dépendre de dp, du signe de dp, si dp est positif ou négatif. Là, il faut arriver à relier une variation de pression à une variation d'entropie. Et ce n'est pas absolument immédiat. On peut aussi... alors, je me mets dans la même situation que vous, où je ne connais pas la réponse et je la cherche. Et donc, je louvoie un petit peu, je cherche, je tâtonne. Hein. Et on sait que, donc, à t égale constante, bon, ça va dépendre de dp et on ne peut rien dire pour le moment. On ne peut rien dire. Par contre, on a aussi la relation de Gibbs. DH égale TDS plus VDP. D'accord? Le long d'une isenthalpe, on peut calculer DSDP à H constant. Que vaut DSDP à H constant, d'après cette relation? C'est quoi DSDP à H constant? Ça va faire du moins 1 sur T. Enfin, je vais réussir. Moins 1 sur T VDP. Non, le DP, il est là. Ah mince, pardon, autant pour moi. Le DP, mais est-ce que ce que vous dites est presque vrai? Il n'y a pas de DP. C'était 1 sur VT. Mais qui je dis? Non. Ah, c'est moins 1 sur 1 sur V. Je vais réussir. Moins. Ben, j'arrive plus. C'est ça?
TDS, c'est moins VDP, donc DS sur DP, ça va faire... Ouais, l'horizontale. Oui. D'accord? Voilà. Bon. Ouais, merci. Si, ce qui m'importe ici, c'est le signe. V, c'est un volume, c'est positif. T, c'est une température, c'est positif. Donc ça, c'est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le long d'une isenthalpe, l'entropie et la pression varient en sens inverse. D'accord? Ça veut dire que si l'entropie augmente, donc on va maintenant on va arriver à reboucler avec le reste. Donc le long d'une isenthalpe, donc DS positif implique dP positif, dP négatif. Donc ça implique que 1 moins alpha T dP, ça a quel signe ça? 1 moins alpha T c'est négatif, Supérieur à 0. dP c'est négatif, donc c'est positif. D'accord? Maintenant, si 1 moins alpha T VDP est positif dans une variation positive de l'entropie, qu'en est-il de la température dT? dT, on est toujours le long d'une enthalpe, hein, H égale constante, et là, on va avoir maintenant le signe de la température le long d'une isenthalpe quand la température, quand l'entropie augmente. Alors dT, pour H égale constante, ça sera moins 1 moins alpha T VDP sur Cp. On vient de montrer que 1 moins alpha T VDP, c'est positif, Cp est positif, donc ça c'est négatif. Donc ce qu'on voit, c'est que le long d'une isenthalpe, une augmentation d'entropie se traduit par une diminution de la température. Ben, ça y est, on a notre réponse. Le long d'une isenthalpe, donc si je pars d'ici par exemple, une augmentation d'entropie induit une diminution de température. Donc on a quelque chose comme ça. Ça, c'est donc H égale constante pour un gaz non parfait tel que alpha. Alors, il ne faut pas oublier l'hypothèse de départ que alpha est plus grand que 1 sur T. Vous voyez que quand vous voyez un diagramme thermodynamique entropique, la pente des isenthalpes vous renseigne tout de suite sur le coefficient de dilatation en relation avec 1 sur T. Si la pente, alors bon, donc là, cette pente, on va dire que c'est une pente négative, ça correspond à alpha plus grand que 1 sur T. Si vous voyez une pente positive, ça voudra dire que le gaz est tel que alpha est plus petit que 1 sur T. Monsieur, Oui. j'ai une question très simple. Pour le gaz non parfait, en fait, la variation qu'on a eue là, en fait, c'est une courbe ou c'est une ligne? Genre, est-ce que ça diminue linéairement ou d'une façon non linéaire? Ce que j'ai dessiné là, c'est une courbe. Là, tout ce que je peux conclure, c'est que localement, la pente est négative. Mais je ne peux pas conclure plus. Je ne peux pas conclure que cette pente, c'est la même partout. Je peux dire que juste localement, elle est négative. C'est tout. Donc, ça descend. Voilà. Mais je ne sais pas si ça descend plus ou moins. Bon, voilà, je ne peux rien dire de plus. Ça descend. La pente est négative. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le fascicule, à la fin, il y a les diagrammes. Regardez la page 67 du fascicule. Vous avez le diagramme entropique de l'air sec. D'accord? Vous voyez?
page 67, le diagramme anthropique de l'air sec. En abscisse, l'entropie en ordonnée, la température. Vous avez sur ce diagramme les isenthalpes, justement. Vous les voyez, ces isenthalpes, H égale constante, ce sont des courbes qui justement sont des droites horizontales à droite, là, mais quand on va vers la gauche, on voit que les isenthalpes quittent les isothermes et ont justement une pente négative. Vous voyez ça? Mais vous voyez que si maintenant je vais du côté presque à droite, là, presque à gauche, je vois que les isenthalpes passent par un maximum dans ce diagramme et ensuite diminuent. Mais vous voyez que là, cette allure d'isenthalpe, ça me renseigne d'une part sur le fait que à droite, on est dans le cadre du gaz parfait. Et en fait, effectivement, ça correspond au domaine des faibles pressions. Et puis, quand on augmente la pression, on croise des isobars, là, qui sont ces droites qui ont des courbes, qui sont des courbes d'allure exponentielle. On augmente la pression, on voit qu'on quitte l'isotherme et on arrive dans la situation qu'on vient de discuter, avec une pente négative. Et puis, aux très fortes pressions, on a un comportement qui change. La pente de l'isenthalpe devient positive. Et ça veut dire qu'on est dans des domaines où alpha est plus petit que 1 sur T. Parce qu'il n'y a pas d'autre... Si vous reprenez la démonstration qu'on vient de faire, il n'y a pas d'autre endroit où on pourra avoir un changement de signe. Voilà. Donc, vous voyez que ces diagrammes, ils contiennent beaucoup d'informations et quand on les discute un peu, voilà, c'est une discussion qui peut s'avérer intéressante et riche. Alors, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut montrer que les isobars sont des exponentielles. Bon. Donc, ça va, vous voyez comment on peut discuter des signes, des pentes avec, voilà, un peu... Qu'est-ce qu'on met en jeu? On met en jeu la relation de Gibbs. Et puis après, il faut arriver à discuter, il faut arriver à deviner un peu, il faut avoir un peu de flair. Se dire, ah ben oui, la relation de Gibbs, elle me dit que le long d'une isenthalpe, ds et dp ont nécessairement des signes opposés, voilà, etc. Alors, les isobars sont des exponentielles dans le diagramme TS. Donc, il faut arriver à combiner P égale constante avec... voilà. Alors, P égale constante et une relation qui fasse intervenir des variations de température et d'entropie à P constant, là, c'est direct. C'est la définition de CP. D'accord? CP, par définition, c'est T, ds, T à pression constante. Donc, le long d'une isobar, on peut dire que dt, c'est T sur CP ds. Et ça s'intègre. Alors, pour CP constant, si CP est constant, dt sur T, c'est ds sur CP, et ça s'intègre en log de T sur T0 égale 1 sur CP fois S moins S0. C'est-à-dire que T sur T0, c'est une exponentielle 1 sur CP S moins S0. Donc, dans le diagramme TS, une isobar, c'est une exponentielle.
égale constant. Et quelle est la pente de cette exponentielle en un point donné? La pente eh bien, c'est dTds qui vaut t sur cp. Donc la pente ici, c'est t sur cp. Donc vous voyez que sur le diagramme TS, par exemple, on peut déduire du diagramme TS la valeur de CP. Pensez au diagramme TS de l'air sec qu'on a vu tout à l'heure là. Vous pouvez déjà vérifier que les isobars sont bien des courbes d'allure exponentielle. Alors il se trouve que dans le diagramme qui vous est présenté, la page 67, on a des courbes, on est dans un domaine de température et d'entropie où les isobars sont déjà des courbes fortement pentues. Mais en n'importe quel point d'une isobar, vous pouvez déterminer sa pente, delta T sur delta S, et cette pente, c'est T sur Cp. Comme vous connaissez la température, vous en déduisez Cp. Vous voyez que sur ce diagramme, on peut déduire Cp de la pente des isobars. C'est intéressant. Alors, bien sûr, en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a mesuré Cp, et de la mesure de Cp, on en a déduit la pente de la courbe de l'isobar, et donc après, de proche en proche, connaissant cette pente en différents points, on trace l'isobar. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la mesure des coefficients thermodynamiques qui permet de faire des traces, qui permet de construire des tableaux et de tracer ces diagrammes. Voilà. Et puis, dernière question de cet exercice. Les isochores. Et donc là, il faut chercher une relation qui fasse intervenir la température et l'entropie, puisqu'on est dans le diagramme TS, et puis le volume quelque part, et pour voir comment varie la température et l'entropie à volume constant. Et là, on doit tout de suite penser à la définition de CV. CV, qui est T ds sur dt, à volume constant. D'accord? Et donc, en fait, l'analyse est exactement la même que celle qu'on vient de faire pour CP. Hein. C'est qu'une isochore, qui est définie par V égale constante, va être telle que T sur T0 égale exponentielle 1 sur CV S moins S0. Donc on a également des exponentielles, mais avec des pentes qui sont différentes de la pente des isobars. Et pour comparer ces pentes, eh bien, on fait le rapport la pente du isobar divisée par la pente du corps. Eh bien, la pente, c'est T sur Cp pour l'isobar, divisé par T sur Cv pour l'isochore. Et vous voyez que ça fait Cv sur Cp, c'est-à-dire, donc c'est Cv sur Cp qui est 1 sur gamma, l'indice isentropique défini comme le rapport des capacités thermiques. Et Cp est toujours plus grand que Cv, puisque Cp moins Cv, rappelez-vous la relation de Maillère, c'est la relation de Maillère, ça. Cp moins Cv, c'est Tv alpha carré sur kappa t.
c'est une autre relation intéressante à retenir. TV alpha carré sur kappa T, c'est positif. Tout est positif là-dedans. Ça veut dire que CP moins CV, c'est toujours positif. Donc gamma est toujours plus grand que 1. Et donc 1 sur gamma est toujours plus petit que 1. Ce qui veut dire que l'isobar a toujours une pente plus petite que l'isocore. Ce qui veut dire que si je la représente ici, l'isocore, ça sera une courbe qui aura cette allure-là. Et le rapport des pentes, donc ici la pente c'est T sur CV. Et si vous vous reportez au diagramme anthropique de l'air sec, encore une fois, page 67, on a les deux réseaux de courbes, on a les isobars qui sont représentés par des traits continus, et les isocores, ce sont les traits en pointillés, les traits tiretés. Et vous voyez bien que les traits tiretés sont partout des courbes plus pentues que les courbes en traits continus. Les isocores sont toujours plus pentus que les isobars. Voilà, on a terminé avec cet exercice 2, cet exercice 3, et on termine donc cette séance par les capacités thermiques de vibration. Donc là, je vous laisse, on va dire, 5 minutes et pour démarrer, puis ensuite, on va se garder quand même un quart d'heure pour faire la correction. Et je vous laisse 7 minutes, jusqu'à 38 jusqu'à 45. Je mets l'enregistrement en pause. Rappelez-moi. Ça y est, l'enregistrement est reparti. Donc, je disais donc que à grande température, à température élevée, donc la vibration des molécules est excitée, et puis à basse température, elle est désactivée, elle est bloquée pour des raisons quantiques. Et il y a une température caractéristique, θ vib, qui marque le changement de ce comportement. Et on peut donc on peut montrer que, bon, c'est l'équation 6 d'un TD, la température de vibration, elle est définie par le fait que, si on se souvient que chaque degré de liberté correspond à une énergie minimale qui est donnée par 1/2 de Kb fois cette température de vibration, cette vibration sera excitée dès que cette énergie x2, parce que pour un oscillateur harmonique, l'équipartition de l'énergie nous dit qu'il y a autant d'énergie en moyenne sur l'énergie cinétique que sur l'énergie potentielle de l'oscillateur. Donc ça, c'est l'énergie moyenne de l'oscillateur. Et cette énergie moyenne va correspondre à une vibration si et seulement si cette énergie est supérieure à une valeur minimale qui est h bar oméga 0, où h bar c'est la constante, c'est h sur 2pi, où h c'est la constante de Planck. Voilà. Et Kb c'est la constante de Boltzmann. Voilà. Pour que la vibration des molécules soit excitée, il faut que l'énergie de cet oscillateur, qui est la molécule, soit supérieure à une valeur minimale, qui est h bar oméga 0. Où oméga 0, c'est la pulsation propre de l'oscillateur. Voilà. Et avec ça, avec cette idée
simple, on peut dire, en tout cas qui s'exprime simplement. On définit donc une température des vibrations. Si la température T est plus petite que cette température des vibrations, l'énergie moyenne de l'oscillateur sera plus petite que h bar oméga 0, et donc il n'y aura pas de vibration. La vibration est bloquée. Et donc la capacité thermique des vibrations est nulle. Voilà. Et puis, si la température est supérieure à θ vive, eh bien, la molécule vibre. Alors, on en arrive aux questions. Montrer que pour l'oxygène à 300 Kelvin, la contribution du mode de vibration à la capacité thermique est, etc. Bon, alors, pour cet oxygène, la température de vibration est la température de vibration θ vib. D'après le tableau, elle vaut 2274 Kelvin. Et à ce moment-là, l'équation 5 nous dit que pour une température de 300 Kelvin, CV sur R, CV vibration sur R, ça vaut, c'est à peu près 0,0294. Il suffit de, ça c'est l'application numérique, c'est issu directement de l'équation 5, d'accord? Et donc, ça, bon, c'est à peu près encore 0,03. Et maintenant, si on compare ça à la capacité thermique totale de O2, donc O2, on ne vous donne pas dans le tableau la capacité thermique, si on vous donne CV sur R, voilà, on vous donne CV sur R, donc CV sur R, d'après le tableau, ça vaut 2,55. Donc ça, c'est la capacité thermique totale. Et la contribution de la vibration, c'est 0,03. Donc, dans ce 2,55, il y a 0,03 qui provient de la vibration des molécules. Et donc, la contribution des vibrations à la capacité thermique totale, ça sera donc 0,03 divisé par 2,55, ce qui fait à peu près 1,2%. Il y a qu'à 300 Kelvin, la contribution donc, de la vibration des molécules de O2 à la capacité thermique totale, c'est 1,2%. C'est-à-dire c'est très faible. Et c'est normal, puisqu'on a une température qui est très en dessous de cette température caractéristique des vibrations. Donc on est par là, d'accord, on est à 0,03. Donc par rapport à 1, là on est par ici. Contribution faible, mais pas nulle, puisqu'il faut se souvenir que dans un gaz, l'énergie des molécules est distribuée suivant une certaine fonction de distribution de Maxwell, et que donc il y a des molécules qui sont très rapides, d'autres qui sont très lentes, avec une certaine valeur moyenne quelque part, mais il y a bien des molécules rapides, donc qui ont une température élevée, et ce sont ces molécules rapides dans la distribution qui peuvent vibrer et qui donc donnent cette petite contribution à la capacité thermique totale. Alors maintenant, pour le brome, deuxième question, si on soustrait à la capacité thermique la partie de vibration, on trouve... Ah oui, il faut montrer que pour le brome, si on soustrait la capacité thermique la partie de vibration, on trouve 2,55, valeur proche de 5,5.
tout ça, ce sont des petits exercices de manipulation de cette équation 5. D'après le tableau, d'après la table, la capacité thermique du brome rapportée à R, ça vaut 3,37. C'est la table. La ligne BR2 pour le dioxyde, pour le dibrome, les molécules de dibrome. Maintenant, si on calcule CV sur R, la partie vibration, donc ça c'est l'équation 5. Avec une température θ vib pour le brome qui vaut donc 465 Kelvin, eh bien, à la température de 300 Kelvin, on peut calculer avec l'équation 5 que la CV vib sur R, ça vaut 0,82. D'accord? Donc, de ces deux résultats, on déduit que la capacité thermique totale diminuée de la capacité thermique de vibration, normalisée par R, ça vaut 3,37 moins 0,82, c'est-à-dire ça vaut 2,55. Et ça, c'est très peu différent de 5,5, qui est le résultat qu'on obtient en considérant qu'une molécule diatomique a 5 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 degrés de liberté en translation et 2 degrés de liberté en rotation. Donc, ce petit calcul montre que la capacité thermique du brome, qui peut apparaître relativement élevée, eh bien, ça n'est rien que le 5,5 classique, des 3 degrés de liberté en translation plus 2 degrés de liberté en rotation, auquel on additionne la contribution de la vibration donnée par l'équation 5. Et puis, il nous reste la dernière question. À partir de sa température θ vibration, montrer que la raideur de la molécule HCl vaut K égale 516 newtons par mètre. Bon, alors ça, c'est un petit exercice intéressant. D'après l'équation 6, on peut déduire que la pulsation propre de la molécule HCl, cette pulsation propre, c'est Kb fois la température caractéristique de vibration θ vib divisé par h bar, la constante de Planck divisée par 2π. Et en utilisant les valeurs du tableau, on trouve que ça vaut 564 10 puissance 12 secondes moins 1. Alors, c'est une valeur considérable. Ça veut dire que la molécule HCl, hein, la période, c'est 2π sur oméga, d'accord? On va trouver que la période, 2π divisé par ça, c'est une période qui est de l'ordre de 10-12 ou même plus petit, 10-13, 10-14 secondes. Donc, ça veut dire que voilà, la période, on est de l'ordre de la picoseconde pour la période. Ça oscille extrêmement rapidement. Et une fois qu'on a cette pulsation propre, on sait que la pulsation propre au carré, c'est pour un oscillateur harmonique, c'est le rapport de la raideur divisé par la masse réduite. De l'oscillateur. Et cette masse, alors ça c'est un résultat qu'on obtient, que vous avez, ça c'est un exercice de mécanique très classique qu'on fait en L1 ou L2, quand on a une masse M1 et une masse M2 qui sont reliées par un ressort et qu'on calcule la pulsation propre
de cet oscillateur, on montre que cette pulsation propre elle est donnée par cette relation avec la masse réduite, c'est son inverse, c'est l'inverse des deux masses des deux atomes, d'accord? Et ça vaut donc 1 sur alors la masse c'est la masse d'une molécule enfin c'est donc 1 sur M1, c'est la masse on va dire de l'hydrogène. Alors la masse de l'hydrogène, c'est la masse d'une mole, 1,008 g par mol, multiplié par 1 plus 1 sur la masse molaire du chlore, qui est 35,45 grammes par mol, fois 6,02, fois le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Puisque ça, c'est la masse d'une mole, et la masse d'un atome, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'atomes dans une mole, qui est le nombre d'Avogadro. Et ça vaut 6,15 10 puissance 23 grammes moins 1. Attention, ça, ce sont des grammes par mol. Donc, cette masse, 1 sur mu, ce sont des grammes moins 1. Voilà, donc on a oméga 0 ici. Là, on vient de calculer mu, on en déduit la raideur. La raideur de la molécule d'HCl, c'est mu oméga 0 carré. L'application numérique donne 517 newtons par mètre. Ça veut dire, si vous voulez, voilà, pour allonger la molécule HCl, bien pour l'allonger d'1 mètre, il faut fournir une force de 517 newtons. Bon, évidemment, on ne va pas allonger d'1 mètre une molécule HCl, on va la casser. On peut rapporter ça à l'unité de longueur qu'on veut. Voilà. Vous voyez comment... donc là, on a un exercice qui mêle à la fois de la thermodynamique macroscopique, hein, puisqu'on discute des capacités thermiques molaires, qui mêle ça à un résultat de physique statistique sur la vibration des molécules, et puis aussi avec de la mécanique élémentaire sur les vibrations d'un système masse-ressort. Voilà, donc on a terminé cet exercice et on a terminé cette séance de TD avec quelques minutes de retard, donc je coupe l'enregistrement.